Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On est dans notre deuxième vidéo sur les bases de la notation complexe en électricité. Dans la première vidéo, on a vu vraiment comment définir la grandeur complexe associée à une grandeur réelle sinusoïdale, l'amplitude complexe. Et donc dans cette vidéo, on va apprendre comment directement appliquer ces concepts tout en ayant bien en mémoire les bases. Et on va raisonner sur un circuit RLC série, donc un petit peu plus compliqué que le circuit qu'on a vu la fois d'avant. Donc on a un générateur sinusoïdal E de t égale grand E cosinus oméga t qui alimente un circuit RLC série. Et donc on appelle I de t en notation réelle le courant qui circule à chaque instant dans cette maille. Et le but c'est de déterminer cette intensité. Évidemment, le réflexe c'est se servir de la notation complexe. Alors, I de t va être de la forme Im cosinus oméga t plus phi, donc une amplitude qui va dépendre de oméga, un déphasage qui va dépendre de oméga, et donc évidemment le but c'est de les déterminer. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, toute l'info va être contenue dans l'amplitude complexe du courant qui sera IM, donc l'amplitude réelle exponentielle J phi, le déphasage par rapport à la tension d'entrée qui a été choisie comme origine des phases, puisqu'ici on voit que il n'y a pas de déphasage. Donc le réflexe, même si on ne te le dit pas, c'est de passer directement en notation complexe en remplaçant les grandeurs réelles par leur amplitude complexe. Et je te rappelle également que les conventions d'orientation sont tout aussi importantes en régime sinusoïdal qu'en régime permanent, par exemple convention récepteur, convention générateur, aux bornes d'un dipôle. Et donc on va écrire directement la loi des mailles, en écrivant donc que par exemple cette tension-là est égale à la somme de ces tensions. Donc on s'arrange pour repérer ces trois dipôles en convention récepteur. Donc E est égal à RI plus JL oméga I plus I sur JC oméga. Donc on raisonne sur les amplitudes complexes en utilisant directement la définition des impédances complexes. Et donc, comme je l'ai déjà bien expliqué, en fait, on a traduit une équation différentielle en une somme algébrique, des produits des sommes. Et c'est en ça que la notation complexe est ultra pratique et même indispensable à ce genre de contexte. Et donc, on va factoriser I, puisque c'est I qu'on cherche. C'est I qu'on cherche parce qu'on va chercher son module, on va chercher sa phase, son déphasage par rapport à E. Et donc on obtient ce que nous donnerait directement une loi de Pouillet. Donc le courant, c'est la force électromotrice dans le sens du courant, divisée par la somme des impédances. Alors je vais mettre J en facteur. J, donc c'est le J carré égale moins 1, c'est le J des complexes. En maths, on le note souvent I. En électricité, on change la notation parce qu'on a peur de confondre avec le courant. Voilà pourquoi on change cette notation. Et donc voilà I, E sur R plus JL oméga, moins 1 sur C oméga. Donc 1 sur J, ça fait moins J. Voilà pourquoi quand on le met en facteur, là, on a un signe moins. Il faut faire bien attention. Eh bien, quand on est là, c'est presque fini. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de prendre le module. Donc, le module, donc ça va faire le quotient des modules. Le module du quotient, c'est le quotient des modules. Donc, ça fait E divisé par racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Alors, c'est là qu'il faut prendre bien soin de regrouper partie réelle, partie imaginaire pour bien les identifier. Et attention, ici, il n'y a pas de moins parce qu'on fait partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Alors, on pourrait étudier, et ça c'est très classique, l'expression de I en fonction de Im, l'amplitude réelle en fonction de oméga, la fréquence du générateur. Donc pour ça, eh bien, on va se servir d'équivalent, un peu comme tu fais en maths, même comme tu fais en maths tout à fait, pour trouver un peu le comportement de cette fréquence quand oméga tend vers 0 et quand oméga tend vers plus l'infini. Alors, quand oméga tend vers 0, regardons un petit peu le dénominateur. Bon, sans développer le carré, on voit qu'on a un terme en 1 sur C oméga. Alors lui, quand il va être élevé au carré, ça va faire 1 sur C carré oméga carré. C'est lui qui tend vers l'infini au dénominateur le plus rapidement. Et donc, il ne faut pas hésiter à négliger tous les autres termes qui sont soit des constantes, soit voilà, des termes qui tendent vers 0. Et on va garder que le terme en 1 sur C carré oméga carré, mais il y a la racine, donc tout ça, ça va disparaître, et donc on aura I qui sera équivalent à E
fois C fois oméga. Et donc on voit que cet équivalent tend vers 0 quand oméga tend vers 0. Alors attention, 0 n'est jamais un équivalent, ça peut être une limite, c'est effectivement la limite de cet équivalent. Et donc on a le comportement de I et IM en basse fréquence, le module de I. Quand oméga tend vers plus l'infini, cette fois-ci, on va garder le terme de plus haut degré au dénominateur, donc il provient de L oméga au carré. Tous les autres, on les néglige, sans aucune hésitation. Et donc ça va nous donner IM équivalent en plus l'infini à E divisé par L oméga. Et donc on voit que là aussi, cet équivalent tend vers 0 quand oméga, cette fois-ci, tend vers plus l'infini. Donc I tend vers 0 en basse fréquence, I tend vers 0 en haute fréquence. Bon, il doit se passer certainement quelque chose entre les deux. Alors, on pourrait dériver la fonction par rapport à oméga, ce serait un petit peu lourd, ça peut se faire. Mais on peut remarquer astucieusement que ce dénominateur, dont d'abord c'est la somme là ici de deux termes strictement positifs ou nuls, et que donc il sera minimum quand cette parenthèse va s'annuler. Et donc cette parenthèse s'annule quand L oméga, alors ça c'est très classique comme calcul, L oméga, des groupements comme ça, on les aura à chaque fois qu'on associe en série une bobine, une capacité. Donc quand ce truc-là s'annule, ce terme-là est nul, donc le dénominateur est minimal, donc la fonction est maximale. Donc IM est maximum, donc c'est le maximum de la fonction, quand oméga vaut 1 sur racine de LC, ce qu'on appelle la pulsation propre du circuit RLC série ici. Et donc, alors que vaut dans ce cas-là IM? C'est même pas un équivalent, c'est vraiment la valeur, donc il vaut E sur R. Donc on aura Imax est égal à E sur R. Et cette pulsation, donc c'est ce qu'on appelle la pulsation propre, c'est aussi une pulsation de résonance, puisqu'on voit que le courant va être maximum. Donc si on fait le dessin, oméga, IM, donc 0, et on a quelque part oméga 0, et on a une courbe en cloche. Donc au début, on a une tangente ici, avec une pente EC, parce qu'on a un équivalent linéaire. Là, on tend en 1 sur oméga, en E sur L oméga vers l'infini, et on a un maximum qui vaut E sur R. Donc on voit que si on excite ce circuit à basse fréquence, ça veut dire très petit devant oméga 0, le courant est négligeable. Si on impose une fréquence très grande devant oméga 0, là aussi, la réponse du circuit en courant est très faible, le courant est faible. Par contre, si on excite le système sur sa fréquence propre, le système entre en résonance, c'est un peu pour ça qu'on appelle ça une fréquence propre. Alors ça, c'est un phénomène très général en physique, le phénomène de résonance. À chaque fois qu'un système oscille naturellement à une certaine fréquence, quand on excite ce système sur cette fréquence, la réponse du système va être maximale. Tu as peut-être entendu parler de ces histoires des soldats qui marchaient au pas sur un certain pont qui a tangué dangereusement, voire s'est écroulé, parce que la fréquence de marche des soldats était celle de fréquence de résonance du pont. Donc c'est quelque chose qui peut arriver en mécanique, c'est quelque chose qui peut arriver en électricité, c'est quelque chose qui peut arriver en acoustique. On fait résonner les instruments de musique sur leur fréquence de résonance, ou plutôt ils oscillent naturellement sur leur fréquence de résonance. Donc un phénomène très très courant en physique qu'il faut bien sûr avoir rencontré et qu'on a là, ici dans le circuit RLC série. Alors, on a étudié le module, on l'a même étudié en fonction de la fréquence, ça c'était du bonus. Et on peut maintenant parler du déphasage, donc phi, on cherche le déphasage. Donc phi, c'est l'argument de I bar. Donc les arguments, comme on l'a déjà dit, ça fonctionne comme les logs. C'est-à-dire que l'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Donc on peut l'écrire comme ça. Voilà. L'argument de E est nul, c'est la grandeur choisie comme origine des phases. On peut ici changer le signe en prenant l'argument du complexe conjugué. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle un diagramme de Fresnel. Donc j'ai déjà fait ça dans la vidéo précédente, c'est quelque chose qui n'a pas toujours beaucoup de succès auprès des étudiants. Le diagramme de Fresnel, c'est la représentation de ce nombre complexe dans le plan complexe, afin de lire l'argument de I bar comme l'argument d'un certain nombre complexe, phi, et de lire directement, de trouver son cosinus, son sinus, sa tangente. On va regarder ça ensemble. Donc phi, c'est l'argument de R, et là on a la partie imaginaire. Donc
un diagramme de Fresnel. On fait un dessin dans le plan complexe. Donc sur l'axe des abscisses, on met la partie réelle. Sur l'axe des ordonnées, on met la partie imaginaire. Donc rien à voir avec IM, l'amplitude, hein, c'est IM pour imaginaire. Donc on représente ce nombre complexe. Donc il y a une partie réelle positive, c'est R. Une partie imaginaire, ben, on ne sait pas le signe. Hein, donc voilà, donc ça va dépendre en fait. Donc si on dessine 1 sur C oméga, qui va donc être compté positivement, moins JL oméga, donc ici, et le nombre complexe, il est là, avec donc un déphasage phi, qui est l'argument de ce nombre complexe. Et donc cette partie imaginaire, c'est 1 sur C oméga moins L oméga, c'est la partie imaginaire de ce nombre-là. Alors attention, ce n'est pas la partie imaginaire de l'impédance, parce que j'ai changé le signe, j'ai pris le complexe conjugué. Alors, donc on voit que phi, c'est ça. Alors, c'est très simple de repérer tangente phi, c'est peut-être le mieux. Donc tangente phi, c'est partie imaginaire dans ce triangle rectangle sur partie réelle. Donc ça va nous faire 1 sur C oméga moins L oméga sur R. Alors est-ce qu'on a le droit de prendre la fonction arc-tangente? Pour ça, il faut que le résultat soit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Il faut que la partie réelle soit positive pour que l'angle soit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc on y a droit. Donc on peut même prendre l'arc-tangente. Donc phi est égal à arc-tangente de 1 sur C oméga moins L oméga sur R. On peut aussi aller en bonus écrire cosinus phi. Donc cosinus phi qui vaut R divisé par ici donc le module de ce nombre complexe. Donc racine carrée plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Allez, on a même sinus phi, allez en bonus, qui vaut donc partie imaginaire sur module. Donc 1 sur C oméga moins L oméga. Le tout, donc divisé par le module, donc racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc, bien sûr, donner cosinus, sinus et tangente, c'est trop. On peut en donner que 2 sur les 3, voire un seul si on s'est assuré, par exemple, que la fonction arc-tangente est utilisable parce que la partie réelle est positive. On aurait aussi pu utiliser, alors arc cosinus, c'est plus délicat. Son résultat est entre 0 et pi, donc là, ça dépend du signe de la partie imaginaire, donc c'est pas sûr. Et arc sinus qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc là, oui, on pourrait utiliser la fonction arc sinus. Par contre, attention avec arc cosinus, là ça risque d'être faux. Disons que ce n'est pas juste dans le cas général. Voilà un petit peu pour l'utilisation de la notation complexe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que directement, quand on a un circuit avec un générateur sinusoïdal, on passe en notation complexe. C'est un réflexe parfois à l'oral des concours, comme par exemple même CCP, on donne encore le circuit RLC série, il faut tracer la courbe de résonance. Et voilà, le candidat, on attend de voir s'il va avoir le réflexe de tracer directement, d'utiliser la notation complexe et les impédances sans lui dire. Voilà, c'est un réflexe de base qu'il faut à tout prix avoir. Il faut bien savoir raisonner sur les modules. Il faut aussi savoir raisonner sur les arguments d'un nombre complexe. Et pour ça, le mieux, c'est de s'aider dans le plan complexe d'un diagramme de Fresnel. Donc on modifie souvent un petit peu les expressions pour se ramener à l'argument d'un nombre complexe qu'on peut tracer dans le plan complexe. Et puis regarder sinus, cosinus, tangente. Donc là, il faut un peu connaître les fonctions trigo et les fonctions réciproques, leur domaine de définition, leur domaine de validité, pour pouvoir les utiliser sans faire d'erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Eh bien, on continue. Je continuerai peut-être sur les filtres, parce que bien que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les filtres, j'ai aussi des demandes d'une étude un petit peu systématique de tous les filtres et du filtrage en général. On verra. Déjà, tu peux regarder les vidéos qui sont sur ce sujet-là, en particulier une vidéo qui s'appelle « Le secret du filtrage linéaire ». Ça va déjà beaucoup t'aider, te montrer comment tu peux utiliser la décomposition en série de Fourier pour regarder le résultat du filtrage par un quadripôle. Voilà, à bientôt sur e-learning physique.